Je suis en compagnie de Alain Fauré, député sortant Parti Socialiste, qui se présente dans la deuxième circonscription de l'Ariège et qui va donc nous parler un petit peu de qui il est et quelle a été son expérience pour ses premiers 5 ans à l'Assemblée nationale. Alain Fauré, j'ai 54 ans, je suis un jeune ariégeois, né en Ariège plutôt en 1962 précisément, alors plus très jeune évidemment, mais bon, à 54 ans quand même on a encore du jus. J'ai été élu en 1989 pour la première fois conseiller municipal des Pujols, et puis j'ai créé un syndicat intercommunal à vocation éducative. Ensuite un parcours d'adjoint, puis un parcours d'homme de maire, puis député suppléant aussi en 2007 d'Henri Neyroux, et après en 2012 je me suis présenté donc aux élections en tant que député. Je suis aussi marié, père de 2 filles, et j'ai une entreprise, puisque je suis chef d'entreprise depuis 2006, date à laquelle j'ai créé une entreprise en démarrant à zéro. Voilà, après un parcours de salarié pendant pratiquement 20 ans à peu près, grosso modo. J'habite donc les Pujols, c'est un village qui se situe entre Pamiers et Mirepoix, côté Basse-Ariège. Voilà, je suis élu donc depuis 2012 comme député. L'expérience, je vais la situer sur 3 plans. Je parlerai de l'expérience humaine et ensuite l'expérience politique, Voilà. toutes les actions qui ont été faites. Tout à fait. Alors, la première, justement, humaine. Elle est assez particulière, cette expérience de député, parce qu'on doit être à la fois député ici en circonscription, pour aller au contact, bien sûr, des citoyens, pour expliquer ce que l'on fait à Paris, ce que l'on vote. Ensuite, il y a les trajets entre Paris et ici, et puis ici et Paris, voilà, qui sont aussi quelque chose de physiquement quand même assez éprouvant, hein, parce que c'est des départs très tôt le matin, des rentrées souvent le soir, ou alors aussi très tôt le matin, parce qu'il faut être le plus souvent au contact quand même du territoire, tout en travaillant dans les commissions, puisque j'étais membre de la commission non des finances, une commission qui est quand même assez dure, parce qu'il y a des dossiers importants, et surtout la période 2012-2017 qui aura été quand même assez difficile, parce que quand on est arrivé, on avait un rythme endiablé de dépenses qu'il a fallu canaliser, limiter, encadrer. Il a fallu prendre des décisions souvent douloureuses, hein, d'augmentation d'impôts, je le dis. Voilà, moi je n'ai pas toujours été de gaieté de cœur que j'ai voté certaines choses, mais bon, comme pour tout, il fallait que le pays fonctionne, il fallait redresser les choses. Nous l'avons fait avec courage. On n'a pas toujours su l'expliquer peut-être clairement, et puis ça n'a pas été facile humainement en interne. J'appartiens bien sûr au Parti Socialiste, et nous avions un groupe assez important, hein, de 197 députés. Et là-dessus, on a eu dès le début, vers le mois d'octobre-novembre 2012, déjà 5-6 qui commençaient à se comporter d'une mauvaise manière, c'est-à-dire critiquer tout ce que l'on faisait, et pas positivement bien entendu. Là on parle des frondeurs. Des frondeurs. Alors, mais par contre, par rapport à cette question, oui. puisque j'allais y venir, vous êtes resté quand même fidèle au Parti Socialiste et soutenir la candidature de Benoît Hamon du coup. Alors moi je vais dire la chose suivante, dans les frondeurs déjà, ce qu'il faut que les Français sachent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont observé ça, au bout de 5 ans on oublie un peu, les 6 premiers qui ont été frondeurs, ils ont été frondeurs parce qu'ils auraient voulu être secrétaire d'État ou ministre. Ils l'ont pas été, et je ne sais pas s'ils avaient une haute estime d'eux-mêmes, mais en tout cas ils n'ont pas du tout apprécié de ne pas l'être, et donc ils ont porté systématiquement la contestation. Le pire de tous, on le voit d'ailleurs, il est toujours en train d'agir, il s'appelle Richard Ferrand. Richard Ferrand, dès le mois de novembre 2012, reprochait au président Hollande, au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, de faire une politique trop à droite quand on a commencé à évoquer le CICE, etc., le soutien aux entreprises. Pas à toutes les entreprises, mais en tout cas 98% des entreprises, ce qui est quand même important, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui sont présentes sur le territoire. Les moins de 20 salariés. Ça fait pratiquement moins de 20 salariés, 8 millions de salariés en France. Et je prendrai un autre exemple d'un autre socialiste qui aujourd'hui ne l'est plus, qui se dit insoumis. Insoumis, ma sœur, oui, je le dis comme ça. Ce monsieur, dans le Parti Socialiste, était aussi un grand donneur de leçons. Vous voulez parler de M. Mélenchon? Monsieur Mélenchon, justement, tout à fait. Celui qui a le patrimoine dans les candidats de la présidence de la République, le plus élevé. Je lui demande d'ailleurs de montrer sa grande générosité, de se lancer dans une grande ouverture de son patrimoine, après tout, qui montre un peu ce qu'il est, puisqu'il dit qu'il est un homme généreux des sous des autres, qu'il le soit des siens aussi. Ça serait un bel exemple qu'il pourrait nous montrer. Et puis,
Je lui demanderai aussi de se rappeler de 1981. Moi, vous savez, en 1981, j'ai voté socialiste. Il y avait un programme qui mettait beaucoup de choses en place. On a fait d'ailleurs de belles choses. Il y a eu la 5e semaine de congé, et pas simplement. Il y a eu tout un tas de lois, les lois Roux, etc. Et puis en 1983, il a fallu changer. Et ce n'est pas de la volonté de Pierre Mauroy, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas être un homme de gauche. C'est pas non plus simplement de la bonne volonté de Mitterrand que d'avoir changé la politique. Ça a été les circonstances internationales qui ont obligé la France à changer de braquet. On avait appelé ça la politique de la rigueur à l'époque. Alors moi je demande à tous ceux qui nous disent que demain ça va raser gratis, que demain ça va se passer comme ça sans trop d'efforts ou autre, de bien faire attention parce qu'à force de se moquer du monde, on finit par faire des aigris, on finit par faire des gens aussi en colère, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse leur dire une chose et en faire une autre. Alors je ne sais pas ce qu'aurait fait M. Mélenchon s'il avait été président de la République, mais je me doute que ça n'aurait pas été très éloigné de ce qu'a fait M. Mitterrand et M. Mauroy en 1981. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il n'est pas compliqué d'avoir l'étiquette PS maintenant, vu les résultats obtenus par M. Mélenchon dans un des 3 départements qui l'ont mis en tête pour la présidentielle? On verra. Moi, je sais qu'en tout cas, si M. Mélenchon a fait ce score, c'est parce que peut-être le candidat socialiste de la présidentielle n'a pas donné une envie d'adhésion. C'est vraiment un devoir du député d'aller contrôler. Là, je viens de Bédaigne, je suis allé voir un centre où il y a des jeunes. Sur l'Africa? Oui, sur l'Africa, voilà. Et les petits jeunes m'ont dit, mais monsieur le député, pourquoi vous êtes venu nous voir? J'expliquais que moi j'étais membre de la commission par exemple des finances, qu'on votait des budgets et je voulais savoir un peu comment sur la nation et dans certains domaines ils étaient dépensés. Le ministère de la Justice consacre de l'argent à des opérations comme celle-là, de réintégration de jeunes. Et les animateurs ou les moniteurs m'ont aussi dit, moi en 30 ans, m'a dit c'est la première fois que je vois un député qui vient comme ça en plein milieu de nos chantiers pour parler et voir ce qui se passe. Je voulais poser quand même la question sur la réouverture de la mine de Salau, qui est quand même quelque chose qui est très ambigu actuellement. Est-ce que de votre côté, monsieur le député, encore en place jusqu'au 18 juin, en espérant que vous passiez l'appel du 18 juin, on va dire, est-ce que vous êtes pour ou contre cette réouverture? Je dois avouer en toute sincérité que j'ai travaillé à ce que le permis d'études et de recherche soit obtenu. Vraiment. Et je l'ai obtenu de Bernard Cazeneuve, le dernier Premier ministre, parce que le précédent, Manuel Valls, m'avait dit « moi je ne le veux pas parce que j'ai peur qu'il y ait des tensions là-bas, etc. » Et j'avais expliqué qu'il n'y aurait pas de tensions. On retrouve une ZAD par exemple, ou un Siemens déguisé, je sais pas. Il ne m'a pas appelé ça une ZAD, il m'a dit des tensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je n'en sais rien parce que je ne pense pas que sur le territoire il y ait des envies de cela, puisque on fait quoi? Un permis d'études ou de recherche, ce n'est pas une exploitation. Moi, je voudrais savoir si dans cette mine, il y a réellement des réserves de tungstène. Parce que certains me disent qu'il y en a, elles sont énormes, d'autres me disent qu'il n'y en a aucune. Donc, qui a raison? Moi, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tungstène. Je ne suis pas un géologue. Et surtout, il y a de l'amiante. C'est un peu ça qui... On me dit aussi qu'il y a de l'amiante. Bon, en tout cas, des études sont faites et ont été faites. Et le permis, maintenant, a été obtenu. Il va y avoir donc une étude qui va nous dire... si donc, vous avez appuyé le permis de recherche, tout en ne sachant pas ce qu'on va trouver après ce... En espérant que nous trouverons peut-être, moi je le dis honnêtement, une réserve importante. Après, il y aura le permis d'exploitation, c'est autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le territoire? Écoutez, moi je suis heureux de m'être battu pour obtenir la construction de l'hôpital de Lavelanet. Je suis heureux de m'être battu pour avoir une implantation d'entreprises, par exemple comme celle d'MKD. Je suis heureux de m'être battu pour que des EHPAD, ici même à Sainte-Croix-Volvestre, aient des subventions pour pouvoir rénover leurs habitats et l'accueil pour les personnes âgées. D'ailleurs, j'invite ici, puisque je suis à Sainte-Croix-Volvestre, tous ceux qui n'auraient jamais vu cette maison de retraite d'aller la voir. C'est vraiment un exemple d'intégration, d'accueil des personnes âgées, qualité dans les chambres, qualité même au niveau des repas, etc. C'est vraiment, il y a de l'humanisme. Je suis heureux de me battre pour aider à la réimplantation de commerce ou la reprise de commerce au travers d'aides qui viennent du FISAC, etc. Quand on m'a sollicité, j'ai été présent. Et là, actuellement, je suis en train, par exemple, sur ce même territoire, à voir que l'on puisse pérenniser, je sais pas, la pharmacie, voilà, et qu'elle puisse... Le seul souci, vous parlez de réimplantation de commerce ou reprise de commerce. Oui. La commune n'a pas souhaité voter pour se mettre en zone de revitalisation rurale. Vous expliquez ça comment, vous? En ZRR? Ouais. Mais la commune ne le choisit pas, c'est l'État ça qui le désigne. Justement, oui. Et pourquoi l'État ne favorise pas ces zones sinistrées? Mais alors nous le favorisons au travers par exemple d'une chose qui est quand même assez importante. Il y a
la DETR que l'on appelle, eh bien, ce territoire, avec le sous-préfet de Saint-Giron, nous veillons à ce que quand des dossiers nous soient présentés, ils soient subventionnés avec un taux de subvention bien plus élevé que partout ailleurs. Pourquoi? Parce que, eh bien, ici, on a le devoir impérieux d'aider davantage en raison de choses qui sont à rattraper. Hein. Voilà, c'est quand même assez important. Monsieur Macron a quand même en projet d'arrêter la taxe d'habitation. Alors, la taxe d'habitation, moi je suis un peu dubitatif là-dessus, parce que d'abord c'est 80 milliards d'euros qui ne vont pas rentrer dans les caisses de l'État, il va falloir quand même trouver les retrouver ailleurs. Ouais. Alors, il a trouvé, puisqu'il a dit qu'il augmenterait la CSG de 1,7%, ce qui ferait rentrer 160 milliards d'euros. Donc d'un côté on en supprime 80, de l'autre on en fait rentrer 160, ça laissera toujours une recette de 80. Donc voilà, et même peut-être ici à Sainte-Croix, pour ceux qui ont des maisons un peu importantes et qui ont des revenus pas très élevés, mais qui sont un peu au-dessus du minima social classique. Donc et de la retraite minimale. C'est à regarder. Là, c'est difficile, en tout cas, dans l'immédiat, de me positionner. Si c'est en tout cas pour les supprimer la taxe d'habitation pour les plus aisés, franchement, j'en vois pas la nécessité. Je pense qu'eux peuvent continuer quand même à la payer. Pour les autres, bon, ça peut avoir du sens, mais il faudra aussi regarder l'incidence des 1,7% d'augmentation de la CSG. Parce que ça, pour le coup, ça peut être une sacrée diminution pour des retraites de personnes pour les pouvoirs pas très d'achat. élevées non plus, et de diminution du pouvoir d'achat, bien entendu. Donc là, j'étais avec Monsieur Fauré, qui est au Parti Socialiste, avec un bon discours de gauche. Ben écoutez, oui, je suis un homme de gauche, je suis un homme aussi qui connaît le monde de l'entreprise, parce que je suis, comme je l'ai dit, entrepreneur. Je n'ai pas hérité ni de papa ni de maman, je l'ai construit par moi-même, mais je pense que on est là pour créer, pour inventer, on est là aussi pour vivre ensemble. Certains le font sur un plan artistique, d'autres le font sur un plan d'une activité économique. Chacun doit avoir son rôle dans la société. Voilà, un grand-père auprès des petits-enfants, comme une grand-mère. Voilà, tout être humain est important dans notre République et on se doit de le soutenir, de l'encourager dans ses actions et dans ce qu'il fait. Je vous remercie. Merci.